On a oublié quand même que la médecine occidentale, c'est une médecine d'urgence. Alors que ce dont vous nous parlez, on est plutôt sur le préventif en fait. On prévoit avant d'être malade en fait. Et ça, c'est pas du tout dans notre culture. Quand vous avez une voiture et le moteur est cassé, c'est-à-dire votre système digestif n'est pas performant, vous avez beau mettre dedans la meilleure essence, la meilleure huile de Formule 1, votre voiture ne roulera pas. Et ça, c'est aujourd'hui un problème rencontré énormément chez les personnes malades, notamment les personnes qui ont des multipathologies ou qui ont des pathologies pour lesquelles la médecine n'arrive pas à trouver une solution. On appelle ça toujours des cas désespérés. Donc l'alimentation va venir fournir cette énergie acquise. Ensuite, on va la faire circuler au moyen du mouvement. Et ensuite, il va falloir la récupérer, il va falloir en prendre soin. L'art de la récupération, l'art du sommeil, l'art du repos. Et ça, pour ça, je connais que la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, en tout cas les médecines anciennes qui ont cette capacité en fait de restaurer ça. Je disais donc qu'on rêve tous d'être en forme, pas un peu, pas de temps en temps, mais régulièrement. On rêve tous de chasser, vous savez, ces fameux coups de fatigue. Vous savez, quand on se réveille le matin que déjà on est fatigué. Ça, c'est quand même insupportable avec le temps. Et on voudrait être en forme, jusqu'au bout de la nuit. Ça serait pas mal, ça. Alors, je vous présente nos deux invités. Donc, nous allons aborder ces problématiques à travers la cuisine santé et anti-fatigue aux sources de la diététique énergétique chinoise, mais pas que. Voilà, on va ouvrir assez large. Alors, Émilie Félix, cuisinière et chercheuse en diététique énergétique. Ça vraiment fait l'éthique. Vous transmettez aussi également ces principes aux chefs de cuisine, établissements scolaires, maisons de retraite. Vous pouvez aussi les chefs étoilés. On en discutera. Donc, je présente votre livre, qui est une Bible. Hein. Vraiment, il est magnifique ce livre. C'est au Cherche Midi. Il vous en reste encore sur le stand? 7. Alors, il en reste 8. Donc, que le meilleur gagne tout à l'heure. Après, ça se commande. Nina Voigt, on se retrouve, on s'est vu déjà hier. Vous êtes thérapeute holistique, l'être humain dans toute sa globalité, coach en alimentation, spécialisé dans la diététique traditionnelle chinoise. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux et sur votre géniale chaîne YouTube où on peut picorer par rapport à ce qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est très très utile. Dans ma page en même temps, je montre le livre, le livre de la santé et de la cuisine végétale aux éditions Dauphin, ou Dauphin édition. Édition Dauphin, les deux ça marche. On va quand même poser le cadre, avant de nous étaler tranquillement. Moi j'aimerais que vous nous donniez l'une et l'autre les principes du concept d'énergie vitale. Commençons déjà par ça, c'est quoi l'énergie vitale? Allez, laquelle s'y colle? Je commence. Okay. Alors, donc juste pour mettre un petit peu de contexte, c'est vrai que j'ai commencé à... Donc moi je suis cuisinière, mais je me suis intéressée au rôle d'énergie parce que la fatigue c'est quelque chose qui touche un Français sur deux. Et pour trouver les solutions à la fatigue, je me suis intéressée aux médecines de l'Antiquité, mais pas que la médecine chinoise. Donc j'ai étudié la médecine indienne, j'ai étudié les médecines grecques, médecine arabe, médecine hébraïque. Je me suis intéressée aussi aux médecines amérindiennes. Et toutes les traditions orales que j'explore actuellement autour de l'Afrique ou l'Amérique latine. Et j'ai réalisé qu'en fait, tous, ils avaient ce concept d'énergie vitale dont ils parlaient. Alors, ils lui donnaient pas toujours le même nom. Puis, il y avait deux énergies. Il y avait une première énergie qui était une énergie qu'on nous offrait à la naissance comme un cadeau qui venait de nos parents, qui venait de la nature, qui venait de Dieu. Hein, ça peut aller très très loin. Et on appelle ça physis en médecine grecque, on appelle ça oja en médecine ayurvédique, on appelle ça le jing, c'est le premier trésor en médecine chinoise. Et puis il y avait une autre énergie qu'on pouvait collecter, qui nous animait au quotidien. Et là, pour le coup, on a vraiment la main, c'est-à-dire qu'on peut agir dessus, on peut l'augmenter, on peut la diminuer. Et ça, c'est le deuxième trésor pour la médecine chinoise, c'est le qi, c'est le ki au Japon, c'est le prana en Inde, pneuma dans la Grèce antique et ruach en médecine hébraïque, en médecine arabe. Et c'est cette énergie-là qui m'a intéressée, parce que bien sûr, je pouvais jouer avec. Et puis surtout, les chefs que je forme peuvent aussi agir dessus pour leurs convives, pour les personnes qui mangent régulièrement chez eux.
Et on verra qu'à travers cette énergie-là, finalement, pour sourcer cette énergie, la première chose la plus importante, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation va venir fournir cette énergie acquise. Ensuite, on va la faire circuler au moyen du mouvement. Alors, ça peut être le mouvement bouger, faire du sport, mais c'est aussi le mouvement par autrui à travers le massage, la pression. Et ensuite, il va falloir la récupérer, il va falloir en prendre soin. L'art de la récupération, l'art du sommeil, l'art du repos. Voilà. Très bien. Merci. Alors, le chi, c'est vraiment l'énergie qui nous anime. J'aime comparer en fait cette énergie de chi que nous avons en disposition dans notre corps. On pourrait appeler ça du métabolisme, la force vitale de notre corps à fonctionner sans qu'on fasse quoi que ce soit, respirer, la rythme cardiaque et tout ça. Et j'aime toujours dire que dans cette idée du jing, en fait, du chi, du ciel intérieur, en fait, c'est ce que nous avons reçu à travers nos parents avant notre naissance. Et le chi acquis, c'est celui que nous prenons quotidiennement à travers l'air et à travers notre nourriture, un compte en banque. Donc, nous avons un compte d'épargne et nous avons un compte courant. Et ce compte d'épargne, c'est ce qui a été approvisionné par nos parents. Alors, imaginez que vous avez des parents qui vous ont conçu à l'âge de 23 ans, dans la fleur de leur âge, en très bonne santé, un mois d'été, où ils étaient très reposés parce qu'ils n'ont pas travaillé. Vous imaginez le chi qu'ils ont pu vous transmettre à votre conception. Maintenant, vous imaginez que vous êtes, quand vous êtes conçu à l'âge de 43 ans, alors qu'ils ont déjà bien travaillé avec des boulots bien chargés, une nuit de décembre, tous les deux enrhumés. Voilà, l'image est parlante. Donc, vous n'avez pas le même chi qu'on vous a mis à disposition à votre conception. C'est pas grave, parce qu'en fait, vous pouvez aller très très loin, sur un très long terme, avec un bon ou un mauvais jing de chi inné, tout simplement parce qu'en fait, c'est à nous de l'entretenir. Vous pouvez rouler très très loin avec un 2 chevaux, si vous le ménagez bien, et vous pouvez vous tuer à 40 ans avec une Ferrari sur la voie de gauche, parce que vous en avez fait trop. Donc nous avons de la chance d'avoir un compte courant aussi, que tous les jours, nous pouvons alimenter avec le chi de notre alimentation. Et nous avons besoin de manger tous les jours suffisamment d'énergie dans notre assiette pour en avoir, déjà pour notre propre corps, pour faire les dépenses quotidiennes telles qu'on les fait avec un compte courant. On ne va pas utiliser toute notre épargne pour pouvoir bien vivre. L'épargne sert aux situations d'urgence. Et heureusement qu'on en a. Mais notre compte courant doit aussi servir à alimenter notre épargne. Et plus nous soignons nos apports énergétiques, plus nous avons de l'énergie vitale au quotidien pour pallier toutes les activités qu'on aime bien faire et que nous pourrons en plus mettre en réserve. Est-ce que vous savez où il est votre chi? Non. Quand vous avez une bouillotte, vous la mettez où? Voilà. Et bien vous avez trouvé votre chi. Grosso modo, je fais un petit raccourci, on a des spécialistes. On va revenir à l'individu, parce que c'est ce qui est d'hyper important dans vos thérapies, dans vos cuisines, ce qui n'est pas le cas dans la médecine allopathique, qui quand même globalise beaucoup. Chaque individu a sa nature propre, duquel découlent ses besoins physiologiques. Les thérapies énergétiques parlent de profil ou de pilier. Laquelle commence? Allez, le profil. Ouais. Vas-y. En médecine chinoise, tout le monde connaît le yin et le yang, qui nous permet en fait de faire une classification. C'est un repère en fait qui nous dit c'est chaud ou c'est froid. En général, on voit le yin et le yang en le noir et le blanc, mais en fait c'est le feu et l'eau. Donc ça parle de la chaleur et du froid. Et chacun de nous a une nature intrinsèque qui est liée à notre jing, aux informations que nous avons reçues de la part de nos parents, qui font de nous que nous avons un corps qui fonctionne plutôt avec du feu, plutôt avec de l'eau, ou les deux équilibrés. Et ce sont des choses qu'on peut influencer, mais on ne peut pas changer sa nature profonde. Quand on est une personne qui a beaucoup de yang dans son corps, on peut l'épuiser.
Moi, je suis super yang. On peut l'épuiser, mais on ne peut pas le changer. On peut, par contre, vivre d'une manière qui n'est absolument pas adaptée à notre corps, qui a besoin qu'on soutienne ce yang, et aller de plus en plus vers le yin. Et à ce moment-là, on ne fait plus du tout ce que notre corps nous demande. Et on tombe malade. Et il est très important, déjà, de connaître de qui je suis, comment est-ce que je fonctionne, pour après pouvoir le soutenir au quotidien. Et puis après, aussi à travers notre génétique, nous avons les 5 grands éléments en médecine chinoise qui se regroupent aussi dans les expressions physiques entre le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui vont s'exprimer aussi différemment selon nos fonctions physiologiques et nos... voilà quoi. Quand vous êtes né dans un corps yin avec une prédominance terre, vous allez plutôt être quelqu'un de rond et de doux, avec éventuellement des problèmes ou des enjeux de poids qui vont vous accompagner toute votre vie. Quand vous êtes quelqu'un qui est plutôt un peu plus yang, avec une prédominance de bois, vous allez être quelqu'un d'assez dynamique, de sec au niveau du physique, de tendineux et un peu raide dans les mouvements, tout simplement parce que c'est votre énergie intrinsèque. Et celle-là, vous ne pouvez pas la changer. Et par contre, votre devoir, c'est de la soutenir au quotidien. Et c'est pour ça que c'est aussi important, et c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas du tout fait dans la médecine d'aujourd'hui, quand on essaie tous de vous soumettre au même régime, entre guillemets, ou au même médicament, dire vous avez ça, vous devez prendre ça, mais peut-être ça ne correspond absolument pas du tout à votre façon de faire, ou de vivre, ou d'être, et d'incarner en fait votre corps physique. Vous ne pouvez pas le changer de toute façon. Vous avez reçu un modèle à la naissance, vous êtes obligé de faire avec. Et donc, c'est tellement important de le connaître, ce corps, pour pouvoir conjuguer tous les enjeux que ça représente, parce que vous pouvez dire non, en fait, moi, j'aimerais plutôt être comme ça ne me convient pas. Donc, en fait, on essaye de s'orienter vers des idéaux ou de se confondre dans des thérapies ou des régimes qui nous correspondent. Émilie, on a oublié quand même que la médecine occidentale, c'est une médecine d'urgence, alors que ce dont vous nous parlez, on est plutôt sur le préventif, en fait. On prévoit avant d'être malade, en fait. Et ça, c'est pas du tout dans notre culture. Peut-être là que le bas blesse. Je voulais juste, je peux aussi un petit peu intervenir. Il n'y a aucun problème. Voilà, et vous répondrez à ma question après. Oui, bien sûr. Parce que je voulais revenir sur cette notion de nature. Il se trouve que moi, je suis comparatiste, donc je me suis intéressée à ce qui se passait en Inde. Et en Inde, on a aussi des profils. On appelle ça des doshas, des profils doshiques. On a des pitta, des kapha et des vata. En médecine grecque humorale, on avait aussi des profils. On avait les sanguins, les bilieux, les lymphatiques et les colériques. Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de chronotypes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Des chronotypes du lion, des chronotypes du loup, les chronotypes de l'ours. Et moi, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on ne parle pas tous de la même chose, en fait? Est-ce qu'un pitta indien, ce ne serait pas un yang chinois, ce ne serait pas un chronotype du loup? Et est-ce que finalement, un lymphatique, ce ne serait pas un kapha et ce ne serait pas un profil? Comment concrètement ça se gère dans notre vie quotidienne? Par exemple, on sait qu'il y a des gens, ils se lèvent plutôt tôt le matin, ils se couchent tôt le soir. Ça, c'est effectivement les profils yin. Alors, c'est des gens qui vont être plus attirés par le végétal, qui vont aimer manger régulièrement. Vous voyez, petit déjeuner, voilà, un peu réglé comme du papier à musique. Profil plutôt calme. Et puis, on a les pitta, les sanguins, les yang. Alors, eux, ils se lèvent tard, ils se couchent tard, ils sont attirés par la viande. C'est plutôt les héritiers des chasseurs-cueilleurs, alors que les autres, c'est plutôt les héritiers des agriculteurs. Alors, comment ça se passe dans une famille quand on a des jumeaux et qu'on a finalement un yang et un yin? Est-ce que le matin, quand ils se lèvent, on leur dit « Bon, alors, le petit déjeuner, avant d'aller à l'école, les enfants, ça va être ça, puis c'est maintenant. Oh, pas de bol, vous avez un yang. Et le yang, lui, il n'a pas faim le matin. » Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je dis souvent, je travaille avec des chats qui sont en établissement scolaire, et c'est vrai qu'on se plaint souvent d'avoir des enfants qui arrivent à l'école qui n'ont pas de petit déjeuner. Mais il faut savoir que pour un yang, petit déjeuner très tôt en se levant le matin, c'est compliqué, et que finalement, les premières heures à l'école, ça va être une digestion lourde et difficile, donc finalement une moindre concentration. Donc il faudrait mieux lui glisser un snack
dans son sac de classe et qu'à la première récréation, il puisse manger. En général, d'ailleurs, vous reconnaissez ces gens-là parce qu'ils aiment bien bruncher. Hein, le week-end, ils se lèvent plus tard. Juste par rapport à cette notion de où je suis, moi, finalement, hein, dans cette organisation. Est-ce que je suis complètement yin, complètement yang? Ben non, en général, on est un peu un mélange des deux. On a des mineurs, on a des majeurs. Pour répondre à cette question, et c'est la première chose que vous demandera votre médecin chinois, votre médecin ayurvédique quand vous irez le voir et vous posez des questions, ce petit questionnaire, il va vous demander de vous mettre dans la peau du jeune homme et de la jeune femme que vous étiez, quasiment de l'ado, quoi. Parce que quand vous êtes un yang et que vous vous levez tard et que vous avez des enfants en bas âge qui vous réveillent à l'aube, bah, très vite, votre rythme, il va changer. Mais vous n'allez pas changer. Vous n'allez pas changer, vous avez besoin de vivre en décalage. Et d'ailleurs, quand vous serez au bureau et que vous arriverez le matin, et qu'on vous met la première réunion, parce que vous avez un chef qui vous dit à 8 heures, réunion d'équipe, alors que vous êtes encore un peu endormi, alors vous auriez bien fait cette réunion-là à 11 heures, parce que c'est là où vous avez vachement plus d'idées. Et ben, vous voyez qu'en fait, eh ben, il faut savoir où on est pour aussi composer avec les autres, quoi. Qu'on ne peut pas imposer à tous la même règle. Voilà, je voulais juste insister un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment important, et dans le quotidien, on le voit. Moi, le sujet du petit déjeuner... le matin pour les enfants, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Vous avez des jumeaux? Non, j'aurais adoré en avoir. Non, sentez le vécu un peu. Mais non, j'en ai qu'un, j'ai dit que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Elle m'a dit non, j'en ai 15. Et moi, elle était réglée comme du papier à musique, même dans mon ventre, tu vois, à l'intérieur. À 11 heures, j'ai travaillé dans la restauration à l'époque, on mangeait tôt avant le service, et j'avais des coups comme quoi il fallait qu'on aille manger. Là. Et ça a continué, comme ça. Alors, ta question, la deuxième. La question, c'était effectivement qu'on est dans, nous, une société occidentale, donc on n'a pas du tout les codes, en fait, et Nina, tu vas pouvoir rebondir aussi, on n'a pas ces codes-là, on ne connaît pas l'énergétique, on n'a pas de bon sens dans la cuisine. Bref, on a perdu, nous, nos valeurs de chasseurs-cueilleurs. Alors, c'est comme ça, hein, c'est pas un drame, mais on sent tous qu'on y perd beaucoup en énergie. Du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir régénérer notre corps et quelles sont les règles fondamentales? Sur mon livre, j'ai voulu structurer ça en 5 étapes qui sont les étapes qu'on va tous parcourir en tant que mangeur, en tant que cuisinier aussi. Hein. C'est que la première chose, c'est qu'on fait ses achats. Et quand on fait ses achats, bah, on se rend compte qu'il y a des ingrédients qui ont plus d'énergie vitale parce que ce fameux chi hein, qu'on a, ce fameux jing, ce premier trésor, il n'y a pas que l'homme qui en est pourvu, mais tout l'univers du vivant. Donc on va retrouver ça dans une plante, on va retrouver ça dans un poisson, dans un crustacé, dans un oiseau, dans un cerf qui se balade en forêt ou dans un cochon qui sera dans l'élevage. Et là, toutes les techniques ne se valent pas, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 4 ans dans l'élevage bovin en race Aubrac et on avait une très très jolie exploitation avec Christian Valette, enfin, c'était l'exploitation de Christian. Tout le travail sur l'alimentation, la nutrition santé, on avait la chance d'être accompagné par Bleu Blanquer et les équipes de Pierre Veille à l'époque pour savoir quelle nourriture on donnait aux vaches, quel bien-être il y avait. Choisir une bonne viande, aller chez son boucher, poser la question, qui est l'éleveur, comment il les traite, tout ça, ça va conditionner l'énergie vitale qu'on trouvera dans son ingrédient. Même chose pour le monde végétal, c'est-à-dire quel type de sol, est-ce qu'il y a une vie dans le sol, est-ce que c'est bio? Donc moi je dis, c'est le minimum en fait. Si vous voulez manger vivant, il faut manger bio. Faut manger bio, le mieux, un peu mieux, c'est quand même beaucoup mieux, c'est la biodynamie, c'est pas toujours accessible, et le top du top c'est le sauvage, mais encore une fois, c'est plus vraiment accessible. La dernière source de sauvage disponible, ça sera la ressource halieutique, c'est-à-dire tout ce qu'on va retrouver dans les océans, avec toutes ces problématiques de mise en danger des espèces aujourd'hui. Et de pollution. Et de pollution, donc il y a certaines espèces qui sont plus recommandées, les espèces prédatrices notamment, hein, qui vont être polluées. Et puis on a des montées de température qui font qu'il y a des espèces qui disparaissent. Moi je suis d'origine normande et effectivement on avait des bulots, mais on a de moins en moins de bulots parce que les températures augmentent et le bulot il survit pas en fait si on a des températures trop chaudes dans nos océans. Donc ça va être ça, ça va être chercher l'ingrédient vivant et ensuite c'est comment je le transforme parce que quand je le sèche, je vais concentrer son énergie. Quand je le fermente, Pasteur le disait, la fermentation c'est la vie en action. Il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit des ouvrages magnifiques sur la fermentation sur le salon, je vous conseille d'aller les voir. C'est effectivement augmenter la vie de l'ingrédient. Ça va être qu'est-ce que je fais quand je marine un ingrédient, je conserve, et qu'est-ce que ça veut dire que de congeler un ingrédient. On a beaucoup de congelés dans nos restaurants, même à la maison.
Alors, je dis pas qu'il faut supprimer complètement le congelé parce que de temps en temps, ça peut un peu nous sauver, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. Mais sachez aussi que ça dénature les qualités énergétiques, hein, l'énergie vitale de l'ingrédient. Et ensuite, je m'intéresse à tout ce qui va être l'art de la transformation, c'est l'art du cuisinier, c'est-à-dire comment je découpe, comment je cuis, qu'est-ce que ça veut dire que mettre de l'eau dans un ingrédient, qu'est-ce que ça veut dire que le cuire au feu, le cuire lentement ou rapidement, et toutes les lois d'association. Enfin, le dernier point important, c'est l'art de manger. J'aime beaucoup cette citation de Sun Simiao, qui était un médecin chinois de l'Antiquité, qui disait « Celui qui ne sait pas manger ne sait pas vivre ». Donc manger, c'est aussi un art. Et c'est une question de temps, c'est une question de gratitude envers vous-même, parce que vous accueillez un repas, mais aussi envers tous ceux qui l'ont rendu possible, c'est-à-dire le pêcheur, l'éleveur, le maraîcher, toutes les personnes qui sont intervenues, jusque si vous allez au restaurant, le chef et le serveur qui vous l'apportent. Être en gratitude, donc c'est que ça permet de mieux digérer, et que si vous digérez mieux, vous aurez plus d'énergie. Nina, quand on parle des profils, on sait que certains peuvent plus manger cru, d'autres chaud. On peut approfondir cette thématique. Ouais, en fait, aujourd'hui, on est dans une grande mode du cru et du vivant. Mais en fait, j'aime toujours comparer notre corps et c'est ce qui se passe là, ici, hein, au niveau du système digestif, à un feu sur lequel on met une casserole pour cuire. Et finalement, notre digestion, qui est la source même de notre énergie. Parce que, toujours à l'image de la voiture, je pense que je l'ai donné la dernière fois déjà, quand vous avez une voiture où le moteur est cassé, c'est-à-dire où votre système digestif n'est pas performant, vous avez beau mettre dedans la meilleure essence, la meilleure huile de Formule 1, votre voiture ne roulera pas. Et ça, c'est aujourd'hui un problème qu'on rencontre énormément chez les personnes malades, notamment des personnes qui ont des multipathologies ou qui ont des pathologies pour lesquelles la médecine n'arrive pas à trouver une solution. J'appelle ça toujours des cas désespérés. Parce qu'en fait, ils essayent de trouver plein de solutions dans les régimes, je mange, je supprime, je prends ceci, je prends cela, je prends des ingrédients que je connais même pas, parce qu'en fait, on m'a dit que ce sont des super ingrédients de santé, et pourtant rien ne bouge. Mais c'est parce que, en fait, votre moteur est cassé, votre corps n'est pas fonctionnel. Et ça, pour ça, je connais que la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, enfin, en tout cas les médecines anciennes, qui ont cette capacité, en fait, de restaurer ça. Et si vous imaginez votre système digestif comme une cuisson, en fait, on aurait un feu, qui est notre feu digestif, qui est notre énergie vitale et notre énergie métabolique que nous avons à disposition, sur lequel est posée une casserole, qui sont tous nos boyaux, hein, tous nos intestins, nos estomacs, tous les organes creux dans lesquels le bol alimentaire il passe. Et donc vous devez, pour pouvoir transformer ce bol alimentaire, pour pouvoir le cuire, pour pouvoir en extraire les micronutriments, votre feu doit être efficace. Et à partir du moment où on n'a plus de feu parce qu'on est fatigué, parce qu'on court trop, parce qu'on utilise ce feu, cette énergie vitale, ailleurs, dans des situations d'urgence, dans un stress permanent, dans une cuisine trop froide, vous allez épuiser le feu. Imaginez que dans votre casserole, vous mettez des aliments congelés, froids. Vous devez avoir beaucoup de feu pour pouvoir réchauffer ces aliments. Donc ça vous demande énormément d'énergie digestive. Et c'est ce qu'on fait quand on mange trop cru et trop froid, par exemple, ce qui est très courant, parce que tout ce qu'on mange est sorti du frigo, ou c'est pas chauffé, ou alors on prend un sandwich, tout ça c'est pas chaud. Donc ça peut pas, comme elle a déjà dit, ça ne nous amène pas de feu, c'est pas cuisiner avec des méthodes de cuisson réchauffantes, ça nous apportera pas de l'énergie, mais en plus de ça, ça va nous demander de l'énergie vitale pour pouvoir nous le réchauffer. Entre manger chaud et cuit, de la bonne manière, de la nourriture qui nous apporte de l'énergie, et manger cru et froid d'une alimentation transformée par l'industrie agroalimentaire, ça peut nous coûter 16 fois plus d'énergie, comptée en calories. Juste pour pouvoir manger et digérer, absorber. Il y a un facteur fondamental dans la cuisine santé, quelle qu'elle soit, c'est le facteur temps. On ne mesure pas le temps qu'il faut pour se rétablir. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec vos pratiques culinaires? Comment le corps se met en route pour se rétablir en fonction de ce que vous avez, vous, appris dans vos thérapies
Alors c'est vrai que le temps est un facteur important et il se trouve que c'est toujours des histoires de cycle en fait. C'est-à-dire que vous allez au cours d'un repas vivre des séquences qu'il est intéressant d'organiser d'une manière intelligente. Et la même chose se produira sur une journée, la même chose sur une année, la même chose sur une vie. Cette dimension d'avoir beaucoup d'énergie et un peu moins et ensuite ça revient et ça repart, vous allez le vivre le matin. Par exemple, le matin, vous levez, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Vous l'avez restauré la nuit. Et donc, le matin, vous allez chercher de l'énergie dynamisante. Et ça, vous allez le retrouver dans votre cuisine. C'est-à-dire qu'effectivement, ne serait-ce que les quantités que vous allez manger, on dit toujours, dans toutes les médecines de l'Antiquité, vous allez retrouver plus ou moins la même formule, le petit déjeuner du roi, le déjeuner du marchand et le dîner du manant. Donc on va voir cette dimension, et ce matin il y avait une table ronde sur le petit déjeuner où on insistait là-dessus en disant c'est pas qu'une tartine en fait le petit déjeuner, non déjà c'est souvent salé, c'est consistant, c'est vraiment ce qui va vous mettre le start. Et ensuite au cours de la journée, on va continuer parce qu'on a des déjeuners qui sont importants, les après-midi en entreprise elles sont longues, surtout en France on finit tard par rapport à des pays comme la Suède ou la Norvège où ils rentrent chez eux plus tôt. Nous on finit tard jusqu'à 20h, 21h, bon il en faut de l'énergie pour arriver jusqu'à la dernière réunion du soir. Donc le déjeuner il est aussi important. Par contre le soir, ce qu'il faut c'est déjà préparer le dîner, préparer le sommeil qui arrive et ça se prépare déjà au dîner. Donc on va manger moins, on va manger plus végétal, on va manger des textures plus molles, on va manger des énergies plus calmantes, donc on va avoir des cuissons plus longues. Donc cette dimension même du temps va se retrouver dans la cuisson, c'est-à-dire qu'en cuisine, quand on cuisine vite, avec du feu, avec du gras, on amène une énergie vraiment dynamique vers l'action. Alors que pour se calmer, on va amener du temps, on a des cuissons longues, de la cuisine de patience, comme on appelle ça en cuisine. Un lièvre à la royale, c'est sur de la cuisine de patience. Un wok de légumes, on est sur une cuisine beaucoup plus dynamisante. Et on va retrouver ça aussi au cours d'une année. C'est-à-dire que là, on est rentré dans l'hiver lunisolaire le 7-8 novembre. Donc on est dans l'énergie où on a le moins d'énergie digestive, comme disait tout à l'heure Nina. Donc là, très attention, c'est-à-dire que si on dépense beaucoup d'énergie en digérant, si on demande beaucoup d'énergie à son flux digestif, on va être hyper fatigué, on va vraiment souffrir cet hiver, quoi. Donc là, on va être beaucoup plus sur des cuissons calmantes, en fait, pendant l'hiver. Et puis dès qu'arrive le printemps, c'est l'énergie naissante. Et alors là, l'été, c'est l'énergie où vous avez c'est là où vous avez votre yang maximum, vous pouvez tout faire. Alors nous, on vient un peu à contre-courant, on est d'accord. En gros, on se repose l'été et on travaille dur l'hiver. C'est à l'inverse de ce que fait le vivant, c'est à l'inverse de ce que font les plantes et les animaux. Donc du coup, en cuisine, on va trouver des astuces pour essayer de contrecarrer ça. C'est-à-dire qu'on va vous donner du gingembre, des champignons, du sésame, tout ce qui va venir un peu soutenir cette énergie dont on a besoin l'hiver. Et puis, quelque part, ces saisons, on va les retrouver dans les phases de vie. C'est-à-dire que le petit enfant, il sera beaucoup plus fragile, et puis l'ado, il pourra presque tout se permettre, et puis le jeune adulte, il sera au top de sa forme. Et puis en fonction de l'âge, on va commencer à avoir des énergies plus descendantes, on va faire plus attention à son alimentation aussi, on va prendre des rythmes plus lents. 7 et 14. Deux chiffres très importants quand on a une santé déficiente. Oui, alors souvent... J'ai cru que tu voyais pas où je voulais en venir. Ah oui. En médecine chinoise, on a des rythmes de 7 ans pour une femme et de 8 ans pour un homme. Et en fait, on va retrouver ce chiffre un peu dans la biochimie. On dit il faut 10 ans pour un corps pour se refaire. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, ou ce qu'on n'y réfléchit pas forcément, notre corps se renouvelle tout le temps avec ce que nous mangeons. Donc, en général, les tissus mous sont renouvelés en à peu près 3 ans. C'est le squelette qui prend plus longtemps. Mais même notre squelette va se renouveler en 7 à 10 ans. Et en médecine chinoise, on dit toujours qu'en fait, un corps peut se guérir à tout moment. Et on dit que quand on a une petite maladie, genre un rhume, en quelques jours, vous allez récupérer. Mais quand la maladie s'est inscrite dans votre corps, parce que vous n'avez plus suffisamment d'énergie vitale, donc en fait, on pourrait dire de système immunitaire, qui vous permet de correctement vous défendre, en fait, il y a des virus ou des bactéries qui peuvent rester dans le corps et vous rendre malade sur le long terme. Et la plupart du temps, quand les personnes ont des problèmes digestifs, métaboliques ou de maladies ou de multipathologies à l'âge de 50 ans, ça veut dire que pendant 30 ans ou 35 ans, ils ont fait des choses qui ne leur ont pas apporté suffisamment d'énergie
et qui ont fait que le corps a décliné petit à petit. Et en fait, en médecine chinoise, on sait qu'en 7 ans, on dit toujours une maladie qui est inscrite depuis longtemps et qui n'a pas laissé trop de symptômes, on peut la recouvrir en 7 ans. Et pour une maladie grave, avec des symptômes plus handicapants, on a besoin de 14 ans. Et ça rejoint tout à fait cette idée qu'un corps se renouvelle en 10 ans. C'est-à-dire, au bout de 7 ans, on va déjà mieux, et au bout de 10 ans, on a déjà fait quasiment 2 fois le tour des tissus, ou 3 fois le tour des tissus mous, et en fait, on peut récupérer. Et le facteur temps, parfois, il nous paraît hyper long. On se dit, mais mon Dieu, 7 ans pour guérir? Mais en fait, c'est magique, parce que quand on commence à cuisiner selon ce dont votre corps a besoin, c'est-à-dire de soigner un peu plus votre énergie, en fait, les effets, vous pouvez les avoir au bout de 24 heures. C'est incroyable. Et votre corps, il va juste, cette petite énergie gagnée en 24 heures, il va tout de suite la prendre, la démultiplier pour le rendre mieux. Vous faites ça pendant 1 semaine, vous allez déjà avoir des effets incroyables sur votre corps. Vous faites ça depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous vous dites, mais c'est dingue, il y a ça que je n'ai plus. Alors que votre tissu n'est pas encore complètement renouvelé, vous n'avez pas encore refait tout. Et pourtant, les effets sont déjà là. Et c'est ça qui est magique, qu'en fait, à partir du moment où on reprend de l'énergie qui vient de l'extérieur avec les bons aliments, les bonnes méthodes de cuisson, les bons choix, et manger dans le bon ordre et toutes ces choses-là, quand on donne au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, il fonctionne tout seul. Il est fait pour se régénérer, il est fait pour fonctionner sans qu'on ait besoin de mettre un truc compliqué. Il va le faire tout seul. Il faut avoir confiance en ça, il faut juste se dire tous les jours, je dois mettre à disposition pour mon corps toutes les choses, les micro, macronutriments et l'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner. Il va se rétablir tout seul. Est-ce que je peux juste par rapport à ce que tu viens de dire, Nina, ce qui est intéressant, c'est que la nature nous offre en fait aussi des aides pour nous aider à travers ces phases en fait. C'est-à-dire que quand, par exemple, arrive le printemps, au sortir de l'hiver, on a besoin de faire une détox naturelle. On fait des détox du foie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nature va produire des ingrédients qui nous aident. Donc, en mangeant de saison, en général, on aide le corps à faire le travail tout seul. Pas besoin d'aller chercher des nouvelles méthodes, non, juste manger de saison, manger des légumes amers, aller chercher des ingrédients verts, des amers naturels, trouver des fruits acides, tout ça qui va permettre au foie de faire ce travail. Et quand arrive l'été, c'est le cœur qui est plus sollicité, puisqu'il est à l'ouvrage, il fait chaud, et il y a du soleil, et il y a un stress hydrique, et on est très actif. Mais les ingrédients qu'on va trouver dans la nature vont venir nourrir le cœur. Quand arrive l'automne, c'est la saison où le poumon est le plus fragile, le maître des souffles, attaqué par les froids, les vents, les virus. Et là, on va trouver, encore une fois, des figues, des raisins, tout ça. Et on sait que ces aliments-là ont des destinations particulières dans le corps et viennent soutenir les poumons. Et quand arrive l'hiver, on va venir accompagner l'énergie du rein. Et encore là, une fois de plus, dans la nature, quand on mange de saison, on va venir soutenir la rein. Donc en fait, je dirais, la nature nous aide dans ce principe-là. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent « j'y crois pas » Comme s'il fallait qu'il y ait une croyance, parce qu'on ne croit pas à la médecine chinoise, à l'acupuncture, à l'ayurvédique, on n'y croit pas. Qu'est-ce que les croyances ont à voir là-dedans? Qu'est-ce que ça raconte de nous, occidentaux, par rapport à ce qu'on croit savoir? Alors nous, les occidentaux, on aime bien l'étude en double aveugle, prouvée, tamponnée et a été approuvée par la science qui dit « c'est ça ». Mais en fait, sachant que la science est beaucoup moins en vogue ces derniers temps aussi, c'est quand même on est quand même, comme on dit à Marseille, café de contradiction. Ben oui, c'est ça en fait. À une étude, vous pouvez tout lui faire dire ce que vous voulez. Ça dépend de qui a initié l'étude et qu'est-ce qu'il veut démontrer. Mais la question, c'est pas là. On est tellement formaté dans ce contexte où en fait, déjà notre médecine qui est remboursée, c'est uniquement la médecine scientifique. Vous n'avez aucune médecine naturelle qui est remboursée, et en plus, c'est quelqu'un d'autre qui décide ce qui est remboursé ou pas pour vous, et comment vous devriez vous soigner. Et en fait, notre maître, c'est notre corps. C'est pas le médecin qui vous voit pendant 15 minutes, et encore, pour vous prescrire un truc, qui vous regarde sommairement,
En médecine chinoise, quand vous faites une consultation, il y en a pour 1 heure ou plus, hein, notamment pour la première, pour vraiment bien vous connaître et pour comprendre votre corps et de ce qu'il lui faut. Et en fait, je dis toujours à tous les consultants, les gens qui sont dans nos programmes qu'on accompagne, c'est « et ton corps, il dit quoi ? As-tu testé ?» Parce qu'on n'a pas besoin d'y croire. On s'en fout d'y croire ou pas. C'est-à-dire, à partir du moment où une expérience est passée par notre corps, et comme je vous ai dit, la réponse elle est immédiate. À partir du moment où vous faites quelque chose qui est bon pour votre corps, il y a certains symptômes, notamment digestifs, même respiratoires ou du sommeil, qui en vraiment une journée peuvent s'améliorer ou quasiment disparaître. C'est pas miraculeux, hein, c'est juste votre corps, il va tellement être plein de gratitude que vous dire ouais, c'est super, vas-y, continue comme ça. Il va vous encourager, votre corps va vous dire ce dont vous avez besoin. Mais en fait, à partir du moment où vous n'êtes pas prêt à tester, où vous n'êtes pas prêt à faire un effort sur 2-3 jours pour expérimenter sur votre propre corps et remettre le maître à sa place. Et votre maître, c'est le corps. Donc on n'a pas forcément besoin de tester ou d'avoir une théorie ou d'avoir quelque chose qui nous prouve que c'est ça, parce que c'est notre corps qui va nous le prouver. Et j'invite tout le monde à se donner les moyens de le faire. Et je précise juste que Nina sait exactement de quoi elle parle par rapport à la santé. Vous lirez son livre. Oui. Je voulais juste donner une petite anecdote parce que je travaille avec des médecins et je travaille dans les établissements de soins, voilà, en santé mentale et en santé physique, et que la médecine moderne aujourd'hui s'intéresse beaucoup à la médecine intégrative, c'est-à-dire tout ce que nous on apporte, comment ça peut accompagner la vie d'un patient. Et l'autre jour, j'étais à un colloque scientifique avec des grands psychiatres à la Pitié-Salpêtrière sur la santé mentale et le thermalisme. Et les plus grands pontes de la recherche psychiatrique en France étaient en train de se rendre compte, et ils actaient ça publiquement, qu'au bout de 10 jours d'une cure thermale, finalement, on avait des effets et un impact réel et pérenne sur la santé mentale des gens, bien plus que sur des cures médicamenteuses, en fait, qui normalement devraient être courtes et qui souvent sont bien plus longues. Donc déjà, les médecins se disent les effets de l'eau. Et j'avais posé une question, je fais et l'alimentation, tout ça serait intéressant aussi de peut-être l'inclure dans le programme, puisque si l'eau a des effets, extérieurs, imaginez ce que peut faire un ingrédient vivant dans le corps d'un malade. Donc moi je suis très optimiste par rapport à la santé, c'est peut-être parce que je croise des médecins merveilleux, mais mais ça me donne de l'espoir en fait, en me disant que main dans la main, à la fois la médecine allopathique et les médecines de l'Antiquité ou les médecines peuvent vraiment résoudre des problèmes qui, a priori, étaient insolubles. Alors, moi, je vais apporter une petite pierronnette à l'édifice. Je devais vous en parler hier, on n'a pas eu le temps. À la cinquantaine, on reçoit tous dans nos boîtes aux lettres pour faire des petits tests gastro, coloscopie et compagnie. Moi, je me retrouve à aller voir une gastro-entérologue qui a moins de 45 ans. Donc, on peut imaginer qu'elle a une autre démarche. Eh bien, il faut aller les voir, parce que vous pouvez avoir cancer, tout ça, ça ne change rien. Mais par contre, elle me dit, après l'anesthésie, bon, de toute façon, Madame Egon, l'alimentation, vous connaissez ça mieux que moi. Voilà. Et là, je me dis, on a quand même encore un peu du chemin. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas fromage ou dessert. On va voir le gastro-entérologue, mais on ouvre, du coup, ses chakras, pour essayer d'aller puiser d'autres informations comme on fait aujourd'hui avec Émilie et Nina. C'est toujours l'un et l'autre en fait. On n'est pas là pour opposer les médecines, et ça n'a jamais été le cas. La médecine allopathique, elle est absolument fantastique. Super médecine d'urgence. Quand je me casse une jambe, je ne vais pas chercher à améliorer mon alimentation pour guérir mon santé. Je vais faire ça aussi. Je vais surtout me faire réparer l'os. Et c'est pareil pour les opérations. Mais par contre, il est intéressant de prévenir. Et souvent, on a des difficultés à la prévention parce qu'on n'a pas de preuves. Mais qu'est-ce que j'aurais évité comme maladie grave dans mon corps si j'avais fait ça ? En fait, on n'a qu'à regarder les chiffres. Un Français sur 2 est en surpoids. Un Français sur 3, si vous êtes une femme, va avoir statistiquement un cancer dans sa vie, et un homme sur 2. Moi, je trouve ça effrayant. Mais ce sont des chiffres qui viennent du ministère de la Santé. Et c'est juste affiché officiellement, accompagné de la phrase « alors qu'on sait que 40% des cancers pourraient être évités avec l'alimentation ». Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où les médecins ont 2 heures d'instruction sur la nutrition dans leur parcours.
et qu'en fait que c'est pas considéré alors que c'est une clé essentielle parce qu'on ne peut pas la prouver avec des études. Vous pouvez faire des études, mais pas exactement comme c'est conduit aujourd'hui dans le monde scientifique. Et quand vous leur parlez, en fait, ils vous disent de toute façon, vous n'aurez pas le choix, va falloir faire de la prévention parce qu'on ne sera pas assez nombreux et que les déserts médicaux aujourd'hui font que les gens peuvent mourir à la maison parce qu'ils n'auront pas eu le temps d'être traités, en fait. Donc moi, je travaille avec des grands médecins sur la médecine anti-vieillissement, médecine du sommeil et des grands noms qui ont publié des livres qui sont présents au salon et qui me disent, Émilie, de toute façon, à fond, vas-y, parce que de toute façon, la médecine ne pourra pas aider les gens. On n'est pas assez nombreux. Mais l'alimentation, si, et ça, vous avez la main sur votre alimentation, ce qui nous amène à l'assiette. Qu'est-ce qu'on y met dans cette assiette quand on mange, quand on fait de la cuisine énergétique? Alors, dans l'assiette, on a besoin d'avoir tout ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Ça se joue en ce qu'on appelle les macronutriments, que tout le monde connaît, sur les protéines, les lipides, donc en fait les graisses, et puis après les glucides qui regroupent les légumes, les fruits et les céréales. Donc on a déjà besoin de ça, ouais, bien sûr. On a besoin de ça. Et en fait, beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, les légumes sont des glucides. Mais par contre, ça ne va pas faire la même chose que quand on mange du sucre ou un fruit dans le corps. On a besoin aussi que ces macronutriments vont contenir aussi des micronutriments qu'on connaît tout. C'est en fait le calcium, le magnésium, le cuivre, le zinc, le fer et tout ce genre de choses. Donc vous avez énormément. Le sel de mer, déjà, on en contient 86. Donc le but, c'est de mettre dans une assiette ce dont le corps a besoin à des proportions qui sont adaptées à votre terrain et qui sont adaptées à vos besoins, à votre âge. Que vous soyez jeune, on n'a pas du tout les mêmes besoins que quand on est âgé. Et quand on est sédentaire, on n'a pas du tout les mêmes besoins que quand on a un sportif, par exemple. Donc le but, c'est déjà d'avoir une assiette équilibrée et d'apporter au quotidien, idéalement à chaque plat, ce qu'on appelle les macronutriments, mais aussi tous les éléments. En médecine chinoise, on va parler beaucoup plus de ça. C'est-à-dire, on va avoir une approche qui est plus simple, moins scientifique. On va dire, il va falloir mettre les textures, les couleurs, les goûts. Et on a 5 groupes dans lesquels on a notamment des couleurs vert, rouge, orangé et jaune, blanche, noire. On a le goût acide, amer, doux, pas sucré, doux. Doux, c'est le goût, ou insipide, c'est le goût qui n'est rien des 4 autres. Du goût piquant et du goût salé. Et quand vous faites une assiette comme ça, on a après les textures qui sont croquants et mous, et puis après toutes les déclinaisons qu'il y a entre les deux. Une assiette comme ça est hyper plaisante parce qu'elle est très riche en nutriments d'un côté, parce que chaque couleur des aliments va vous apporter d'autres, ce qu'on appelle des antioxydants ou des tanins, qui vont avoir des effets sur votre santé. Et l'idéal, c'est que vous n'avez même pas besoin de savoir que tel aliment riche en magnésium, tel aliment riche en sélénium et tel aliment riche en ceci ou cela. Non, vous combinez juste régulièrement les bonnes couleurs et vous allez avoir une assiette plaisante à l'œil, plaisante au goût, parce que quand un aliment est coloré, il a aussi souvent un goût assez intrinsèque, et quand vous mélangez plusieurs goûts, tout le corps est nourri, c'est-à-dire vos papilles sont nourries, vos yeux sont nourris, votre corps est nourri, et vous avez les micronutriments dont vous avez besoin. Et la médecine chinoise, elle a fait de ça un art, parce qu'en fait, en médecine chinoise, la diététique, elle est aussi considérée aussi de la même importance que l'acupuncture, la pharmacopée, les massages, ou encore le travail corporel, parce que c'est une science qui est pourtant hyper simple à appliquer sur son assiette au quotidien. Émilie? Alors oui, moi j'ai été formée en cuisine à Tokyo, au Japon, et ma prof, quand elle me faisait faire des menus, elle me disait alors, regarde ton menu là, il manque pas quelque chose là? Il n'y a pas une couleur qu'il n'y a pas? Ce que tu disais, Nina, toujours du blanc pour cette énergie calmante, du jaune pour la réguler, du vert parce que ça fait naître l'énergie, du rouge car ça l'externalise, du noir car ça la tonifie. Quand je travaille avec des chefs, puisque je certifie des cartes de chefs, je regarde leur menu et puis je dis alors le vert en général on en trouve. Le vert, on a des légumes feuilles l'hiver, on a des herbes aromatiques, le vert c'est pas compliqué. Le blanc, c'est souvent le problème, c'est toujours trop blanc. On a un petit peu rigolé sur les menus qu'on a vécu cette semaine, c'est vrai que c'était super blanc. Alors le blanc en même temps, il y a des saisons où c'est important. Par exemple l'automne, c'est la couleur du blanc. Donc l'automne, on va pousser le blanc.
L'hiver, par exemple, on va pousser le noir. Mais le noir, on en trouve rarement dans les cuisines. Hein. Par exemple, je vous pose la question, qu'est-ce qui est noir? Qu'est-ce qui pourrait être noir dans votre cuisine? Le radis noir, ouais. Mais sinon, en famille d'ingrédients, qu'est-ce que vous metteriez de noir? Des champignons, voilà. En Asie, on a toujours des champignons quelque part. Alors bien sûr, il y a les saisons des champignons. Hein. Quand c'est l'automne, c'est génial, ils sont frais et tout. Où il y a des saisons, effectivement, printanières, on a les morilles, effectivement, on a aussi des champignons de printemps. Ici, on a la truffe. Donc, effectivement, quand on a les moyens, hop, la truffe. Mais sinon, il y a les champignons secs qu'on réhydrate, les shiitake qu'on utilise dans les bouillons, qui sont les bases d'alimentation. Il y a d'autres ingrédients noirs. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Le poivre, effectivement, des épices. Sur les zones littorales, qu'est-ce qu'on va trouver comme ingrédient noir? Les algues, voilà. Et ça, encore une fois, hein, on a de la chance, Bretagne, Normandie, tout ça, pour travailler les algues. Sur le bassin méditerranéen aussi, un petit peu. Hein. Il y a des algues comme les ijiki qu'on trouve au Japon qui poussent en Méditerranée, qui sont hyper intéressantes. Et une autre catégorie de légumes qu'on va retrouver beaucoup plus sur le bassin méditerranéen, notamment dans les cuisines orientales, les olives et qu'est-ce qu'on met dans les tagines parfois? Et les fruits secs, donc les pruneaux, voilà. Donc le noir, il faut y penser en fait, toujours mettre du noir. Le rouge aussi, hein, le rouge, eh ben, ça va être les fruits rouges. Alors le rouge, on va le pousser l'été. Et c'est normal, puisque finalement, c'est souvent là qu'on va retrouver les poivrons, les tomates et les fruits rouges. Mais on va aussi faire des conserves qu'on va réutiliser l'hiver. Voilà. Donc, varier son assiette en couleurs, c'est donner des énergies. Varier son assiette, je voudrais dire aussi par rapport à ça, que le repas du déjeuner, on en a parlé tout à l'heure, hein, le matin, on a besoin de beaucoup d'énergie, le midi aussi, le soir un peu moins. Ça veut dire qu'on ne va pas composer son assiette de la même manière au déjeuner et au dîner. Par exemple, la protéine animale, elle sera présente au déjeuner plus qu'au dîner. Au dîner, il faut aller vers le végétal. On va même réduire la quantité de céréales. Et on va pousser le légume frais, en fait. Hein, le légume qu'on va cuire, parce que c'est plus digeste, comme le disait Nina. Et on va varier les textures. Plus on ira sur le croquant, plus ça sera une énergie dynamisante. Et plus on ira sur le fondant, et plus ce sera une énergie calmante. Même jusqu'au chocolat. Le petit carré de chocolat croustillant avec le café, plutôt au déjeuner, et la truffe fondante plutôt le soir. Alors, je vais juste rebondir sur le chocolat parce que j'adore ce sujet. Et en fait, à chaque fois, quand on dit on est en santé, hein, on n'a pas le droit à ce genre de choses. Et oh non, mon petit bout de chocolat, mangez votre petit bout de chocolat. Je veux dire, il est de quelle couleur? Il est noir. Donc en fait, c'est un des meilleurs aliments pour tonifier le rein, qui est le gardien de l'énergie de réserve. Donc en fait, c'est là où c'est toujours la quantité qui fait le poison. Donc en fait, on n'en mange pas des quantités astronomiques, mais en fait, il y a des petits aliments plaisir que nous avons qui sont pourtant hyper bons pour la santé, qui vont nous nourrir, qui vont nous tonifier et qui vont nous donner un plaisir en même temps que ça va nourrir la santé, parce que le chocolat est très riche en magnésium. Le magnésium, c'est un des meilleurs micronutriments contre le stress. Donc en fait, un petit carré de chocolat dans l'après-midi, ça a déjà entre 7h, enfin 17h et 19h, c'est l'heure du rein. Donc en fait, un petit goûter à 17h avec un morceau de chocolat noir, vous ne pouvez rien de mieux faire pour votre santé. Et on ne le sait pas toujours, mais le chocolat est issu de la fermentation. Donc en fait, c'est un produit fermenté. Donc c'est intéressant parce que ça donne de la vie, hein, ajoute de la vie à la vie, la fermentation. Plus on en met, surtout en hiver. C'est vraiment la saison où il faut insister sur les produits fermentés. Et ce cacao, vous pouvez l'utiliser aussi dans des sauces. Hein. Quand vous allez, par exemple, en Amérique latine, vous avez le mole poblano, qui est en fait une sauce qui est faite à base de tomates, dans laquelle on va mettre du cacao. Et moi, dans les cantines scolaires, on m'a demandé de créer des sauces pour les enfants, et j'ai fait le mole poblano. Et ils ont beaucoup aimé. Vous pensez que le cacao, c'est pas qu'en dessert, ça débrouille les sauces. c'est aussi en cuisine. Et surtout, on adore cette association-là parce que la tomate est très yin. Et le chocolat est très yang. Donc en fait, vous avez fait quelque chose de parfaitement équilibré. Et dites-vous bien que ce dont nous parlent Émilie et Nina, c'est très gourmand, parce que moi, Nina m'a quand même recommandé de boire un petit peu de rhum, donc plus gourmand que le rhum. Hein? Et ça réchauffe. Là, je sens qu'on récupère quelques hommes. J'ai quand même un peu plus insisté sur les alcools amers. Oui, c'est vrai. Mais bon, on fait des tests, on est en période de test avec Nina, je fais le cobaye et je teste. Comme le temps, quand même, court tranquillement, on va peut-être passer un peu aux questions du public. Avez-vous des choses, des questions à poser à nos deux merveilleuses autrices? Alors, je vais te laisser répondre sur la cueillette et je vais prendre juste le relais sur les racines. En général,
toutes les racines, peu importe qu'elles soient, vont nourrir la terre, donc notre système digestif qui appartient à l'élémentaire. Donc, ils sont très importants. Il y a beaucoup de racines qui sont soit douces, le goût doux et tonifiant, mais il y a beaucoup de racines aussi qui sont amères. Et là, on rejoint en fait l'idée des alcools amers qui sont soit faits avec des feuilles, soit avec des racines, avec des épices. Et le goût amer, il va beaucoup aider le système digestif, il va beaucoup aider la chlorhydrie de notre estomac, il va aider la bile et le foie à mieux fonctionner. Donc en fait, ce sont des aliments extrêmement précieux. Notamment, pour prendre un exemple, vous avez la racine de pissenlit, mais vous pouvez aussi consommer la racine des orties, qui sont très riches en micronutriments. Et au-delà de leur richesse en micronutriments, ils apportent beaucoup d'énergie au corps. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes sauvages. Et plus c'est sauvage, moins c'est cultivé, plus ça nous apporte de l'énergie. En fait, plus l'homme intervient en agriculture, et moins il se passe de conversation entre les plantes. C'est un peu un problème. C'est pour ça que la permaculture est intéressante, c'est pour ça que la biodynamie est intéressante, parce qu'on vient informer les sols pour recréer des conversations entre les plantes. Et quand elles discutent entre elles, elles se protègent, parfois même elles créent des couples qui fonctionnent dans l'assiette. Je me suis un peu intéressée à la méthode Milpa, qui est donc l'association entre 3 plantes qui s'adorent. C'est au Costa Rica. Cette recette s'appelle la sopa de tres hermanas, la soupe des 3 sœurs. Vous allez retrouver la courge, vous allez retrouver le maïs et le haricot noir. Il faut savoir que même les plantes ont des systèmes racinaires différents qui sont sur 3 strates, ce qui fait qu'elles ne se dérangent pas, que le maïs va servir de tuteur pour la courge, qui va venir protéger le haricot. Tout ça fonctionne bien et que c'est un des remèdes de santé des zones bleues. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ça, les blue zones, qui sont les zones de notre planète où les gens ont l'espérance de vie en bonne santé la plus longue. Donc on a des centenaires qui mangent une cuisine végane à partir de ces 3 ingrédients chaque jour et qui montent à cheval à plus de 100 ans. Donc, la Sicile, par exemple. Le régime méditerranéen fait partie de ces zones. Vous avez Ikaria en Grèce et vous avez Okinawa, que moi j'ai beaucoup plus étudié, puisque finalement, je suis japoniste. Mais, donc effectivement, le sauvage, je le disais un peu en préambule, c'est même le premier chapitre, le sauvage, j'irai chercher. Maintenant, il faut remettre ça dans le contexte de l'homme moderne qui pollue ses sols. Donc le sauvage, oui, mais attention, qui sont mes voisins, qui va polluer, quels sont les animaux, est-ce qu'ils sont malades ou pas. Donc pour la cueillette sauvage, je ne recommanderais que des guides en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a François Couplan, qui est un ethnobotaniste, je crois, qui est à l'origine issu du milieu urbain, mais qui s'est passionné pour la forêt et qui a formé Marc Vera, qui a formé Michel Bras à la cueillette sauvage et qui organise des sessions où vous pouvez l'accompagner en forêt et vous aide à trouver les plantes et il vous apprend à les sélectionner, à les choisir, à les cuisiner derrière. Par rapport aux racines et ce que disait Nina, je voulais aussi insister là-dessus. C'est rigolo parce que pendant le Moyen-Âge, il y a un moment où les plantes racines, elles avaient complètement disparu de nos remèdes de cuisine et de nos recettes de cuisine parce qu'on estimait que tout ce qui poussait sous terre était l'œuvre du diable et que donc il fallait plutôt rester sur ce qui était à vue et vers le ciel. Alors que la racine, qu'est-ce qu'elle fait ? Comme disait Nina, elle nous plonge vers le sol, elle nous ancre en fait. Et donc on va la recommander pendant les saisons où notre énergie s'intériorise, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, mais aussi pour tous les maux du haut du corps. On n'en a pas parlé, mais je sais que tu voulais parler un petit peu des sujets de stress, de dépression, de tout ce qui va arriver là-haut, surtout le stress en fait, qui est les petits rouleaux dans la tête, on connaît tous ça, on passe sa vie là, et on passe plus sa vie là, dans le hara, dans le chi. Donc la racine, elle aide ça en fait. Elle aide à vous donner cette énergie qui redescend vers l'essentiel et qui ne va pas vous polluer dans votre action de chaque jour avec la peur de l'avenir, la peur de ce qui peut se produire. L'instant présent. Je vais prendre les modes de cuisson. En fait, des modes de cuisson, il y a 2 grandes familles. On a soit les cuissons avec de l'eau et des cuissons où il n'y a pas d'eau, donc en fait dans laquelle il y a la chaleur qui va prédominer. Les modes de cuisson qui vont intervenir, l'eau va être une méthode de cuisson plus yin. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans le corps ? De la fraîcheur, de la douceur. Et les modes de cuisson qui sont yang, ça va apporter plus de tonicité et plus de chaleur. Donc quand on est une grande frileuse, ce qui est le cas pour je ne sais pas combien de pourcents des femmes, quand on a des extrémités froides ou quand on a des problèmes de fatigue
ou d'énergie en baisse ou de manque de concentration, on a besoin de dynamiser notre corps, donc d'utiliser des méthodes de cuisson qui sont plus yang. Donc en fait, à partir du moment où vous n'utilisez pas d'eau, c'est-à-dire c'est du sauté à l'huile, c'est du cuit dans son propre jus, ou c'est au four, à la poêle, au grill, vous avez des méthodes de cuisson qui sont yang, et à partir du moment où vous cuisinez à la vapeur, ou à l'eau carrément, vous apportez plus de douceur et de yin dans le corps. Donc, moi j'utilise beaucoup ça en fait dans mes accompagnements et on a des résultats absolument fantastiques avec ça parce que aujourd'hui il y a beaucoup de corps qui sont trop yin et qui sont trop empreints de fraîcheur et on a la plupart, comme on dit, il y a la moitié de la population française qui est fatiguée et en surpoids. Et à partir du moment où on a même plus de feu et plus de yang, on a même plus d'activité dans le corps qui permet de mieux assimiler. Et on a besoin d'aller plus faire ça. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui aiment bien manger cru, vivant, cuit à la vapeur, ce qui est une bonne méthode de cuisson en été. Mais en hiver, et quand il fait froid, il faut vraiment des méthodes de cuisson qui sont un peu plus réchauffantes, qui sont mijotées, où on met de l'électricité. J'aime toujours cette idée de se dire on paye pour l'électricité. L'énergie ne se perd jamais. Elle se transforme, elle se transmet. Donc quand on a cuit un légume au four, on a payé pour l'électricité qui a chauffé notre four, il faut bien que cette énergie aille quelque part. Donc la plupart du temps, elle s'est transmise à notre aliment qui va se transmettre à notre corps et ça va être plus réchauffant. Et on ne peut pas forcément dire qu'il y en a une qui est meilleure que d'autres. Ça dépend de votre corps et de vos besoins. Le gras. Sur le sujet du gras, en plus, j'ai un peu une anecdote personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine normande, donc j'ai été élevée à la crème fraîche d'Isigny et au beurre salé. Il y a pire. Et ouais, mais j'en abusais très largement. Du coup, mes parents m'ont mis au régime à l'âge de 13 ans, en me faisant perdre 10 kilos en 1 an, ce qui était dur. Mais c'était violent, ouais. Et donc, j'étais suivie à l'époque par Weight Watchers, que j'ai retrouvé par la suite, parce que j'avais fait une collab avec Marie-Claire et c'était leur sponsor. Et elles me regardaient, je leur ai raconté mon régime, et elles ont baissé les comme ça, elles ont fait, je te promets qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. Parce que maintenant, il y a des points plaisir et tout. Mais juste pour vous dire qu'à ce moment-là, on m'a interdit le gras. Donc en gros, c'était la mode de l'allégé, hein, tout était allégé, tout était taille fine. Je me souviens, les tailles fines, je ne pouvais plus les voir en peinture. Et effectivement, j'ai perdu du poids, effectivement, j'étais plus mobile, je me plaisais davantage, parce que vraiment, c'était dur en fait de vivre ça quand on est ado. Mais je me souvenais de ma fatigue, en fait. Et je pense que ma vie ne s'est pas faite par hasard. Si j'ai cherché après à faire des recherches sur l'alimentation et la nutrition et trouver du plaisir dans le gras, et là au Périgord, je suis super contente. Là, j'ai un peu abusé, hein, pour être honnête. Là, je pense que je vais être en petit détox. 80-20, on est bien. On est bien après 80 là. Je me suis un peu lâchée, donc voilà. Mais en même temps, il y a des bons gras et il y a des mauvais gras, quoi. Et surtout, ce qu'on va dire en médecine ou en cuisine énergétique, c'est que quand on cherche un gras, il faut essayer de s'y tenir. C'est-à-dire que si un jour vous voulez vous faire quelque chose avec du lait de coco, vous commencez à faire vos oignons, à griller vos oignons dans une huile de coco et ensuite vous mettrez votre lait de coco. Si vous voulez travailler au beurre et à la crème, vous restez dans cet univers. Dans cet univers-là, si vous travaillez sur l'huile d'olive, alors vous restez et vous mélangez pas le beurre et l'huile d'olive. L'idée de mélanger les graisses, c'est pas une bonne idée pour la digestion. Voilà. Et en même temps, on a besoin du gras pour le cerveau, pour nourrir le cerveau. Et on se rend compte, pour travailler avec des médecins là-dessus, que ce dont on manque beaucoup, hein, vous le savez, c'est les oméga 3. Alors, avec Christian Valette, donc cet éleveur d'Aubrac dont je vous parlais, on s'était intéressé à ça. Les oméga 3, on peut les trouver sous forme animale ou sous forme végétale. On sait que l'absorption sous forme végétale, elle est très très faible. C'est comme le fer. Le fer végétal, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Quand on a des enfants carencés en fer, vaut mieux leur faire manger des foies de volaille, du boudin noir, des anchois et des sardines que des lentilles, parce qu'on sait que l'absorption elle est très très faible. Alors du coup, comment est-ce qu'on trouve le gras animal étant donné que nous on ne le synthétise pas? Et notre chance a été de rencontrer Bleu Blanqueur et de comprendre comment ça se faisait, et que en faisant du tourteau de lin pour nos vaches, elles produisaient des oméga 3 qui étaient tout à fait bénéfiques à l'homme. Voilà. Et que ce gras-là, oméga 3, intérêt aussi des oméga 6 et des oméga 9, mais qui sont plus sous des formes végétales. Je vais juste rebondir parce que je pense qu'en fait, il y a une deuxième question qui se cache en dessous de ça. Tu l'as sous le Alors, au niveau des graisses. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais je cuisine avec quoi?
Alors, en cuisine, en général, les meilleures graisses pour cuisiner, c'est l'huile de coco, l'huile d'olive et le beurre ou le beurre clarifié. Guy, Alors, les versions indiennes. moi, c'est moi qui ai une question là pour le coup. Ma toupine me dit, parce que moi j'adore les œufs au plat à l'huile de coco. C'est un bonheur. Elle me dit, ah, mais c'est des graisses saturées. Bah, le corps, il a besoin de beaucoup de graisses saturées. Hein. On en est fait de graisses saturées, nous aussi, on est des animaux. Tu feras un mot. Oui, je te ferai un mot. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir de tout. Donc, c'est d'avoir des graisses saturées de bonne qualité qui viennent des produits animaliers, mais aussi comme les graisses de coco, qui sont excellents pour la santé, et d'avoir de l'autre côté des oméga 9, qui viennent notamment de l'huile d'olive, qui sont excellents pour la santé, et d'avoir des huiles oméga 3, en fait des graisses oméga 3 qui viennent notamment des poissons, des petits poissons enrichis en oméga 3, mais aussi des oléagineux par exemple, et on les consomme un peu moins en huile, et surtout ces huiles-là, on les cuisine jamais parce qu'elles deviennent toxiques. Et c'est même pas en fait les meilleures huiles pour la cuisine, ça peut de temps à autre donner un peu de goût, mais vaut mieux manger les graines ou les oléagineux en entier pour avoir les oméga 3 issus de ça. S'il y a un intérêt sur les graines germées. Émilie? Les graines germées, ça va être du yin pur. Donc c'est vrai que c'est une énergie très forte, une énergie naissante très forte. Tout le monde ne va pas pouvoir les digérer facilement. C'est-à-dire que quand on a un feu digestif faible ou quand on est dans la petite enfance où on est très âgé, bah là, ça va être plus compliqué. Il y a des saisons plus propices à ça, en fait, hein, au yin très fort. Au printemps, comme c'est l'énergie naissante, on va aller chercher là où l'énergie elle commence à naître. Et c'est là où, effectivement, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec Manina, qu'on va plutôt aller chercher ça. Et même dans le monde animal, quand vous regardez un petit peu les traditions du veau de la Pentecôte, de l'agneau pascal, on mange des jeunes animaux souvent au printemps et on va aller chercher la jeunesse animale. Alors on est d'accord, c'est un peu brutal, voilà, mais c'est nos traditions. Pourquoi ? Parce qu'on allait chercher les petits, les bébés qui avaient cette énergie forte et que nous, on en avait besoin pour construire ce nouveau cycle, en fait. Et le végétal ne fait pas expression. Pour moi, effectivement, la graine germée, c'est le bébé, en fait. Alors, je rajoute juste ça. Alors, la graine germée, elle est excellente parce qu'en fait, c'est vraiment l'énergie du bois, c'est-à-dire c'est de la vie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, contrairement à d'autres crudités, la graine germée, comme il y a un processus alchimique qui se fait au moment de la naissance du germe, beaucoup de micronutriments qui y sont contenus sont beaucoup plus biodisponibles et beaucoup plus assimilables. Et comme on n'en mange pas beaucoup de graines germées, parce qu'on ne se fait pas quand même un bol entier, alors moi je ne peux pas le manger. Donc on parsème souvent une petite poignée sur ces plats qui en plus sont chauds et cuits. Donc en fait ça va s'imbiber de la chaleur du plat sans forcément être cuit, donc préserver tous les micronutriments. Et ce sont des bombes de nutriments, il ne faut jamais oublier. C'est vraiment le bébé qui naît avec tout le bagage énergétique qu'il a pour le restant de sa vie adulte en tant que plante. C'est déjà contenu dans la plante naissante. Donc ce sont des aliments santé fantastiques et assez facilement digérables, notamment quand vous êtes quelqu'un qui a des difficultés à manger des crudités en général. Les graines germées, souvent, ça passe un peu mieux. Pour terminer, je vais vous remercier vraiment chaleureusement. C'était de très grande qualité. On a appris beaucoup de choses. Merci à vous, cher public. Vous avez passé un bon moment ? Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.